Chère communauté Finova, chers représentants, partenaires et amis, je vous salue et la bienvenue à cette Bianchi the Future is Now dans la série des sessions Finova. Je me réjouis beaucoup de pouvoir être avec vous cet après-midi et je vais utiliser l'occasion peut-être de me présenter moi-même. Depuis novembre 2021, je suis Chief Services Officer chez Finova et je dirige l'ensemble des activités de service. Avant, pendant 25 ans, j'ai eu différents rôles à la Baloise Assurance et dans le groupe Baloise. Ces dernières 9 années, j'ai été Head Corporate IT avec la responsabilité de l'ensemble des services d'informatique dans l'ensemble du groupe. Aussi pour la banque baloise, qui malheureusement est passée maintenant sous Avaloc. L'homme est contre la machine, ça c'est notre thématique d'aujourd'hui. Depuis le XVIIIe siècle, au temps de l'Erklärung, il y a eu un empirisme qui s'est imposé et qui a trouvé son nouveau développement dans l'ère de l'industrialisation du XIXe siècle. 300 ans plus tard, en tout cas c'est ce que je vois, j'ai l'impression qu'au niveau sociétal, on a les mêmes problématiques que par rapport à ce qui existait à l'époque. Ce sont des réflexions qui vont dans tous les domaines, qui sont très d'actualité, dans le domaine des progrès, et on a aussi des hésitations. Aujourd'hui, dans cette phase de Industrie 4.0, l'intégration avec des futurs systèmes cyber, des relations, connexions directes entre hommes, machines, produits, vont aussi sont actuelles par rapport à cette thématique homme contre les machines. Ces nouvelles inventions technologiques, des innovations extraordinaires vont nous attendre encore. Et cette expérience, et cette association économique et le fait de les intégrer ensemble, je considère que c'est effectivement très intéressant et c'est un grand défi. Et c'est pour cela que je souhaite échanger quelques propos avec vous et partager quelques réflexions, parce que comme au XVIIIe siècle, nous, on est poussés, entre guillemets, pour faire des choses et par rapport aussi à refléter, par exemple, ce qui se passe envers l'environnement. À l'époque, c'était juste des philosophes qui nous poussaient aujourd'hui. On peut, on doit tous intégrer tout cela dans nos différents rôles, dans nos différentes fonctions. Et à une époque de machines à la vapeur, les innovations et l'abord des nouvelles technologies, évidemment, généraient des espoirs et bien sûr des craintes. Ça a été influencé par des connaissances sur les technologies et ça n'a pas changé. Il y a des médias, il y a des choses critiques, des choses autonomes, mais il y a eu aussi des choses peu critiques qui ont joué aussi un rôle par rapport à ces communautés, ces groupes de pairs, et qui nous a provoqué un changement de prise de conscience ainsi qu'un changement dans l'interprétation des différents facteurs. Et ça a joué un rôle central. Pratiquement tous les flux de la philosophie, tous les courants sont uniques en disant que chaque invention génère quelque chose de positif et de négatif. Mais c'est aussi la même chose avec les risques et les problématiques. On a toujours cette question de trade-off qui est toujours au centre. Alors, lorsqu'il y a la lumière, il y a de l'ombre, lorsqu'il y a de l'espoir, il y a des craintes. Les émissions de CO2, tout le monde en parle. Chacun parle de cela, des effets des émissions de méthane, par exemple, sur l'atmosphère. On parle aussi de LDLT, de Digital Technology, et de ces possibilités intéressantes. Et alors, moi aussi, j'ai déjà investi aussi dans les crypto-monnaies. Mais est-ce que, au vu des problèmes d'environnement, est-ce que c'est supportable? Je veux dire, surtout par rapport au fait de miner ces bitcoins. Alors pour nous, comme utilisateurs critiques et utilisateurs d'économie ou de technologie, il faut juste rappeler qu'on parle effectivement des consommations annuelles. Par exemple, ça correspond à ce que font les Pays-Bas. Et on regarde aussi, bien sûr, où sont les possibilités de produire de l'énergie à bas coût, comme par exemple avec du charbon. On parle aussi des autres types de technologies. Finova aussi utilise des technologies innovantes. Et peut-être qu'elle développera Finova dans 20 ans, aura peut-être 3 fois ou 10 fois plus de consommation parce que le travail va être repris par les ordinateurs. Et je voudrais quand même
vous regardez encore un peu autrement aussi ces changements et ces mutations. Alors, d'abord par rapport aux prestations de services des banques, par exemple, jamais autant d'argent a été mis en circulation dans private equity ou dans les entreprises qui sont cotées en bourse. On est à 110 milliards de dollars en 2020 pour les investisseurs et avec un rendement supérieur. J'ai 110 milliards de milliards qui voulait dire. Et c'est ce que produisent. Est-ce que c'est ce que produisent les entreprises? On ne sait pas, mais en tout cas, le trade, il est là. Il offre aussi des rendements. Et qu'est-ce qui se passe alors, par rapport à la vision des investisseurs? Si on prend l'AVS par exemple, nous comme entrepreneurs ou nous comme investisseurs privés, comment est-ce qu'on aborde cette question? Est-ce qu'on doit faire attention? Est-ce qu'on doit émettre des interdictions? Et la deuxième angle de vue, c'est aussi, et les couples ont aussi besoin, par exemple, d'enfants. La technologie permet d'avoir ce type de rêve. Mais il y a aussi des clones humains qui a aussi provoqué aussi des discussions intenses. Alors, c'est bon ou c'est mauvais, mais tout ce que est faisable n'a pas toujours du sens. Et l'un se définit aussi par l'autre. L'un, c'est aussi partie de l'autre. Et alors, ce qui est correct, eh bien, nous, bien sûr, il faut qu'on trouve de quoi on parle et l'appliquer, le définir pour nous. Ou est-ce qu'on pose les questions et on oublie donc ça dans la discussion au final, parce que voilà, ce sont des choses qu'on ne veut pas aborder. Il y a des propositions d'autorités centrales européennes avec l'ensemble de compétences qu'on pourrait leur donner, et comme un interlocuteur intéressant par rapport à ces capacités de production à haute performance pour ces hautes technologies. Et on a besoin des innovations. L'économie, on a besoin aussi pour croître. En tout cas, à condition qu'effectivement, c'est ce que disent les experts en économie. On est toujours en train de discuter sur des modèles plus ou moins classiques de l'économie de marché. Mais est-ce que c'est encore contemporain? Est-ce que cela suffira? Et ici, c'est là qu'on se consacre justement aujourd'hui à cette session mène contre machine, parce que ça contient des différents thèmes qui touchent pratiquement tous les domaines de la vie. Ces thématiques, ce que l'on souhaite, eh ben, c'est les aborder peut-être avec vous aussi cet après-midi. Et on va effectivement interroger un certain nombre de spécialistes et on va débattre avec eux. Ce qu'on veut, c'est être inspiré, échanger avec des idées, voir leurs stratégies, leurs systèmes, voir aussi leur point de vue par rapport aux technologies. Et, et ceci comme des éléments qui permettront de construire un avenir qui soit stable. The future is now. Alors, comme première intervention, on accueille Roger Devex, qui me réjouit beaucoup parce que ça fait plus de 15 ans que je lis le Die Zeit, donc ce magazine allemand, et je trouve qu'il fait un très très bon journaliste, il a un très très bon langage, et effectivement, il a beaucoup marqué peut-être aussi ma perception. Et on va parler aussi d'autres thèmes dans l'industrie, dans l'économie, mais aussi aussi par rapport à la société, à la politique. Là, ensuite, on aura une discussion autour d'un bar, enfin un podium. Et donc, on va commencer avec cette conversation, cette intervention. D'abord, effectivement, il va parler seul, on l'a enregistré. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'individu, la machine, une relation complexe, hein. Et dans le secteur financier, par rapport aux prestations de services, il y a de plus en plus besoin de confiance. Et cette confiance, eh bien, elle se fait vers les individus, même s'ils utilisent beaucoup d'instruments ou d'appareils, et même l'intelligence artificielle, même si l'individu utilise cette intelligence artificielle et s'il la développe et la met sur le marché. Parce que derrière cette confiance envers une machine, il y a la confiance envers ceux qui ont développé cette machine, ceux qui ont fait les logiciels et qui les maintiennent.
Cette confiance, créer cette confiance, c'est un bien qui est peut-être le moins courant, qui en tout cas vaut cher, qui est très demandé et qui est rarement offert. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de créer la confiance, alors que la technologie et son évolution, elles sont extrêmement rapides. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui renoncent à créer la confiance alors qu'elle est nécessaire à long terme. Sinon, euh, voilà, il faut quand même beaucoup de temps pour y arriver et beaucoup de force et quelquefois beaucoup d'argent aussi. Et comme la confiance n'est pas toujours au centre des relations, on regarde l'efficacité parce que la confiance, elle cherche une compensation d'intérêt et elle est effectivement fatigante. Ceux qui considèrent que la confiance est qui font heurtent la confiance des autres, eh bien, ils détruisent non seulement leur vision économique, mais ils détruisent aussi les valeurs matérielles. Et c'est pour ça que je dis que la confiance, elle est prioritaire par rapport à la machine. Et une intelligence artificielle qui met en question la confiance des clients, eh bien, elle ne serait pas vraiment intelligente, hein. Je pense que ce serait même une mauvaise intelligence. Parce que la confiance, on peut la détruire d'un seul coup. Et c'est seulement le caractère nécessaire et continu de cette accomptabilité qui est nécessaire pour que les entrepreneurs, il faut qu'ils puissent s'affier sur des innovations, sur une continuité pour avoir une certaine dynamique et un certain calme. Alors, quelle est la mesure correcte d'innovation? Est-ce que d'un côté, c'est le développement technologique, et de l'autre côté, quelle est la mesure de stabilité qui est nécessaire pour que le client puisse avoir travaillé aussi dans un environnement qui soit stable. Dit autrement, donc il y a des bases de la réussite de l'entreprise, c'est l'individu tel qu'il est et pas la manière dont on voudrait qu'il soit dans ces périodes un peu incertaines. L'homme est conservateur, on le voit depuis l'enfance, hein. Il n'y a rien de pire pour un bébé que de pouvoir déménager, par exemple, avec ses parents, parce qu'il doit aller dans une autre ville, dans un autre village, avoir un nouvel environnement. Il souhaite être là où il a toujours été. Et ce qui s'est passé dans son enfance, eh ben, ça se continue de manière, même sans changement, en fait, par rapport à l'avenir, même quand on devient adulte. Alors, par contre, si on n'a pas besoin de la confiance, dans ce cas-là, on devient activiste, parce qu'on signale de manière plus forte, mais pas très convaincu. Eh ben, effectivement, on essaie de convaincre les clients. Cette confiance dans la machine, à son tour, elle a deux côtés qui se développent l'un avec l'autre. D'abord, au fil des siècles, il fallait effectivement créer la confiance pour que la machine qui vienne aujourd'hui de, par exemple, du logiciel, elle se distingue par rapport aux objectifs qui ont été fermés de manière efficace, efficiente, fiable, conviviale, traçable, calculable. Mais aussi, il faut avoir cette confiance durable pour que les machines ne provoquent pas de dommages, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au vu d'une consommation d'énergie excessive, hein, comme on voit dans la technologie du blockchain, ou que ce soit à cause des risques qui sont créés par les machines, comme par exemple les centrales nucléaires. Dans l'écologie, une période d'écologie numérique, les machines elles ne sont pas seules. Il s'agit toujours de la relation entre l'individu et la machine, et entre la machine et les individus. Et c'est évidemment plus compliqué et plus complexe au niveau industriel parce que ici, l'homme à l'époque avait des machines qui étaient terrestres, qui n'étaient qu'un objet par rapport à ce que l'homme voulait en faire. Et cette relation entre l'homme et la machine qui euh, est devenue évidente ou normale pour nous, eh bien, au fur et à mesure des années, des décennies et des siècles, elle s'est renforcée. Et ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on voit dans des cultures très développées comme les nôtres, euh, et on considère par exemple que les Incas ne connaissaient pas la roue, qui est une condition de base pour tout type de mécanisme. On s'étonne aussi des Égyptiens qui avaient réussi à construire leurs pyramides sans aucun instrument, sans outils sophistiqués. On se pose aussi des questions par rapport aux Grecs, qui avaient des bateaux qu'ils construisaient. Peut-être c'était les premières machines, entre guillemets, qu'ils avaient inventées.
Parce qu'il ne donnait pas de nom, pas de bateau de l'époque grecque ou des Romains, donc, pour lesquels on sait comment est-ce que, par exemple, quel était le bateau qui a été utilisé par l'Odyssée d'Homère. Il n'y a pas une seule mention qui est faite en termes de nom du bateau. Aujourd'hui, nous, on a effectivement une relation très forte avec les machines. Je prends par exemple un exemple tôt le matin avec un café qu'on tire, en tout cas pour beaucoup de gens, eh ben, c'est une machine à café électronique entièrement automatique qui va le produire. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent leur journée de manière analogique avec un café à l'ancienne, avec un moulin à café, avec une passoire. C'est un rituel, c'est quelque chose de très beau. Alors, c'est quelquefois, c'est reste un peu bloqué, un peu rétrograde, mais on voit comme ça les rapports que l'on a avec nos machines avant qu'elles deviennent propres ou proches de l'homme. Elon Musk dit que, en principe, il va construire des machines proches de l'homme, donc un robot humanoïde qu'il va appeler Optimus. Et Optimus devrait être, donc je le cite, on va éviter comme ça d'avoir des tâches qui soient dangereuses ou répétitives. Par exemple, aller faire des courses, ce qui n'est pas toujours très désagréable, hein. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, là, mesdames et messieurs. Et puis, le premier modèle devrait, en tout cas selon Elon Musk, être déjà disponible sur le marché, donc l'année prochaine, en 2022. Et ce premier Optimus devrait peser pendant 58 kilos, mesurer 1,73 m et il devrait être capable de porter 20 kilos avec une vitesse de déplacement jusqu'à 8 km/h. Alors on verra si en Suisse, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, ça montre que l'homme et l'individu n'aiment pas seulement les machines, mais il est lui-même, c'est une machine homme que Elon Musk souhaite aussi copier. Et cette réflexion n'est pas nouvelle, d'ailleurs, parce que Julien Auffray de la Métrie, qui était l'un des grands inventeurs, il y avait Frédéric le Grand dans son palais de Prusse, sans souci. Et il l'avait invité, donc ce Français, il écrivait déjà en 1750 L'homme-machine, c'était le titre de son ouvrage, ou La machine humaine. Et il y disait, alors je cite normalement comme matériel, conclut hardiment que l'homme est une machine et qu'il y a dans tout l'univers qu'une seule substance diversement modifiée. Alors j'arrive à la conclusion par rapport à cette conclusion massive qui dit que l'homme est une machine et que dans l'ensemble de l'univers, il n'y a qu'une seule substance qui existe, qui est répétée à l'infini. Et sur cette expression, homme-machine, et il y a aussi des scientifiques qui se sont penchés là-dessus, mais aussi des philosophes. Et, et ils veulent parler aussi de l'âme, par exemple, en disant que si vraiment on était une machine pure, eh ben, on serait peut-être sans âme. Ou alors est-ce que c'est aussi une partie machinelle là, qui nous incombe? En tout cas, cette homme-machine, cette relation a une très forte complexité et elle fonctionne bien. Elle fonctionne de manière étonnamment bien d'ailleurs, parce que notre cerveau, jusqu'à présent, n'a pas pu être reproduit par l'intelligence artificielle. Donc, et bien sûr, nous comme individus, comme hommes-machines, on a des pannes. On laisse tomber des objets, on oublie des choses de ce qu'on avait pensé, et encore même ne serait-ce qu'une seconde dans notre conscient, on fait beaucoup d'erreurs, on pense souvent aussi de mauvaises manières jusqu'aux grandes pannes de l'homme-machine, donc la maladie, qui est considérée comme une énorme panne pour ce type de machine. Mais c'est aussi pour moi quelque chose qui est intéressant, c'est par rapport à nos journées, notre quotidien, on se lève, on est plein d'énergie, et il y a d'autres jours où on doit pratiquement se donner un petit coup de pied derrière pour pouvoir avancer. Et notre forme quotidienne, derrière ça, ça montre bien qu'il y a autre chose qu'une machine derrière. Et je me réjouis si la médecine, par exemple, ou la psychologie pouvaient
trouver les origines de notre forme quotidienne. En tout cas, l'imperfection rend l'individu ce qu'il est, sa génialité par exemple. Mais l'individu, c'est pas seulement un homme-machine dans ce sens de connaissances scientifiques ou de ce qu'on voit au niveau scientifique, mais c'est une machine utile, nécessaire, une machine aussi à aimer. Non, c'est aussi ce grand amour envers la machine. Et en fait, il n'y a pas de machine sans utilité, sauf peut-être comme ce que disait Tinguely, bon, un de mes contemporains, qui est fribourgeois comme moi, et qui a effectivement montré ces types de mécanismes. Il a construit ces machines, les a exposées, et elles n'avaient aucune utilité. Il partait simplement du principe que voilà, il fallait avancer. Il était même un pionnier dans son époque. Mais nous, on utilise les machines qui ont une utilité, mais c'est pas seulement l'utilité qu'on aime. C'est aussi cette capacité d'acquérir ces machines, cette mécanique, cette robotique, tout ce qu'il y a dedans, cette présentation. Et personne n'a aussi bien compris que Steve Jobs chez Apple, que l'esthétique de la machine était aussi absolument décisive, hein. Alors que c'est aussi, aussi vrai, il n'y a pas seulement des fonctionnalités au niveau du logiciel, mais il y a aussi l'esthétique de nouveaux logiciels. C'est décisif aujourd'hui, en tout cas par rapport à sa créativité. Et cette esthétique, des fois qu'elle est facile à comprendre, pensez à un véhicule à moteur ou une moto, voilà, on regarde que l'extérieur correspond, que le son correspond aussi à ce qui sort du gaz d'échappement. Il y a effectivement une tonalité parfaite. C'est ce qu'on appelle, il y a des concepteurs de son. Pour des Bugatti ou Harley Davidson, ces machines-là sont construites pas seulement pour leur utilité, mais pour le plaisir des clientes et des clients aussi par rapport à la machine et à leur émission sonore. Et il en va de même pour beaucoup de machines qui ont une utilité élémentaire. Nos ordinateurs, par exemple, s'il est beau, eh ben, c'est peut-être un peu différent que s'il était simplement quelque chose d'impersonnel, parce qu'on s'habitue aussi aux machines. On développe une liaison avec ces machines. On s'en sépare aussi difficilement. Enfin, quoique des fois, on le fait de manière peu sentimentale dès qu'on achète un nouveau modèle. Mais c'est quand même un champ de tension avec une relation forte d'un côté et un abandon sans grosses émotions, avec beaucoup de simplicité. Alors, on pourrait peut-être aussi dire que voilà, les deux se mélangent, hein, d'un côté émotionnel et un côté rationnel dans notre relation par rapport aux machines. Et parfois, il faut dire que l'homme aime bien aussi donc ce manque d'âme qu'on constate dans ces machines. Parce que l'individu peut aussi oublier son âme et se créer comme ça une sorte d'amitié avec les machines. Et des fois, d'ailleurs, on a peur de nous-mêmes aussi. Et l'homme aussi a peur des machines. Je parle cette crainte des machines. Et dans cette crainte, eh bien, on en partait au XVIIe, XVIIIe siècle. On disait que ces machines, c'est aujourd'hui, à l'époque de la Réformation, eh bien, on disait que ça détruisait ce qu'ils pensaient par rapport à la construction de leur avenir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir dans les machines, beaucoup d'espoir dans un logiciel intelligent. Mais à l'époque, on voulait plutôt les détruire, comme par exemple dans le canton du Grison, jusque dans le XIXe siècle. Au début du XXe siècle, les voitures, elles étaient interdites. Il n'y avait que les carrosses qui pouvaient se déplacer. Alors bien sûr, il y a des risques avec ces machines, il y a du bruit, il y a les émissions de gaz d'échappement, il y a une consommation d'énergie, et bien sûr aussi les limitations de ces propres machines. Il peut y avoir des pannes, il faut de la maintenance. Ces machines créent bien sûr la peur parce que tout d'abord, ils mettent en question la Bible, par exemple, le travail. Donc on veut des meilleures machines d'un côté, mais d'un autre côté, on a le souci que les meilleures machines ne remplacent pas forcément notre activité. Mais sans meilleures machines, la société moderne n'existerait pas et déjà le monde financier moderne n'existerait pas non plus.
L'individu est donc pas seulement une proche des machines, c'est aussi un homme-machine qui fait un passage entre la machine vers l'homme, vers des machines qui vont ressembler à l'homme, qui s'habituent à ces machines. Ça, c'est ce qui marque notre siècle. Et la différence est aussi grande que le CAPTCHA qui prouve que c'est un individu qui est derrière l'ordinateur et pas un robot. Manfred Klein qui disait déjà en 1906, en 1960, pendant que on doit apprendre à changer au lieu de vouloir changer notre environnement. Et c'est ce qu'on fait entre-temps. On, Nous, comme individus machines, on fait un hack sur nos propres corps. On a des machines qui sont dans nous, des prothèses par exemple, des pacemakers. Pour certains individus, le téléphone portable, c'est devenu quelque chose comme une partie du corps, jusqu'au transhumanisme, avec ces exemples qui sont pris comme Menel Harbison, qui est cet artiste qui s'est fait intégrer une puce dans son corps. Notre communication fonctionne aussi avec des machines, parce que sans machines qui nous accompagnent au niveau corporel, on serait perdu aujourd'hui. On a déjà venu un tout petit peu des cyborgs et on organise aussi de cette cybernétique qui est autour de nous. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est l'émancipation. Où est-ce que la domination? Et c'est la question de l'intelligence artificielle. Cette question aussi de l'humanité, de l'intelligence, c'est cette question de la réalité dans notre environnement virtuel. Cette intelligence artificielle, John McCarthy en parlait à Stanford en 1950, c'est lui qui a marqué ce concept. Et cette observation de l'environnement, ça influence, ça marque ce qui se passe. Et bien sûr, il faut qu'on prenne toutes les précautions. Par exemple, si l'intelligence artificielle peut-être aider la prévisibilité des actes criminels ou pourrait peut-être aussi sélectionner des candidats à un travail. Lorena Ramé-Palassi, dans son livre qui s'appelle The Ethical Tech Society, et dans son association aussi qui s'appelle The Ethical Tech Society, a dit, je cite, l'intelligence artificielle, c'est une technologie collective. Elle travaille avec des statistiques, avec des moyennes. Et qu'est-ce qu'on prend des moyennes? C'est pas un individu avec son particularisme, c'est une forme générique, une forme générale d'individu qui est donc fin de citation. Donc l'émancipation ou la maîtrise avec le deep learning, si tout n'est pas transparent, en tout cas après donc ce secte des Lumières, il y a peut-être une explication qui va venir. Peut-être il y a des moments où on aura besoin de l'intelligence artificielle pour comprendre cette intelligence artificielle. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va être nous-mêmes incompréhensibles? Mais pour la magie de la machine, il faut aussi des apprentis magiciens. Et grâce à l'intelligence artificielle, peut-être cette richesse, on peut l'utiliser comme des chances, du progrès. Et c'est cela que je voudrais soulever avec Neil Harbison, qui est cet artiste, ce pionnier qui, qui était aveugle et qui a utilisé entre guillemets ses antennes. Je cite ce qu'il a dit. Ma compréhension du monde, elle est devenue plus profonde. Plus on utilise ses sens, on les éveille, plus on existe et on peut prendre en compte la réalité. Ou une autre citation de lui, si pendant des années on est dans la même maison et qu'on prend en compte les choses qui sont là, et si on ajoute effectivement un nouvel objet, dans ce cas-là, la maison, elle devient entièrement nouvelle. Donc si à la fin de ce siècle, on commence avec ces différents organes, et quand on remplace l'ADN ou des puces, peut-être il y a une possibilité réelle, dit Neil Ferguson, peut-être d'avoir des enfants qui vont être conscients de cette problématique. Si les parents modifient leurs gènes ou se font implanter des nouveaux organes, dans ce cas-là, ça serait justement le début d'une renaissance de notre espèce. Alors ça, c'est du transhumanisme, hein, comme on l'appelle, avec un grand optimisme et une capacité forte à prendre des risques parce que l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, si on les mélange, c'est bien sûr quelque chose qui peut amener beaucoup de potentiel.
Et ce mélange explosif, on le voit aussi sur les médias sociaux avec les communications analogiques et algorithmiques qui sont mélangées, mais aussi dans le narcissisme des individus, cet individualisme et cette virtualité, c'est aussi un reflet de ce qui se passe par rapport à ces médias sociaux. Ce sont des algorithmes et ceux-ci, ils sont toujours en train de toucher des limites, hein. Ça fait depuis 3 décennies que le laboratoire Disney essaie de donner des sentiments sur des dessins, sur des visages de personnages de bande dessinée. Et le signal demain, eh ben, il reste quand même toujours mieux parce que ni la rationalité ni l'irrationalité n'arrivent à être déléguées aux machines, aux hommes, pardon. Ces machines, je pourrais dire aussi que ces post-machines, ça avait des utilitaires pour nous aider dans la vie quotidienne, oui, mais on va devoir se poser la question de ce qu'on veut devenir, en ce que devenir plus machinel ou post-machinel dans cette époque numérique, écologique du 21e siècle, où les robots peut-être vont remplir l'humanité, enfin le monde, mais peut-être ils vont rester contrôlés par les individus. Ce qui ramène au début de ma présentation, donc sur le thème de la confiance. Les décisions qui sont prises par les machines, par des algorithmes, alors ça a posé des questions éthiques parce que même le logiciel a des préjugés. En mars 2016, il y avait le chatbot de T de Microsoft qui a complètement raté dans son premier jour sur Twitter et les autres médias sociaux. Les serveurs ont fait une confusion par rapport à l'intelligence artificielle jusqu'à un moment donné où ils sont lancés des absurdités à travers le monde et après quelques heures, T de Microsoft a été arrêté. Mais malgré tout, cette confiance, il faut qu'on la développe aussi dans un monde post-machinel. Les banques, par exemple, et la gestion de fortune, ou mieux gérer ces transactions pour les réaliser de manière plus correcte, les assurances, les évaluation des risques, les primes pour les calculer au mieux, ces ressources humaines, ces départements, les candidatures pour les lire, tout ça, eh bien, il faut une intelligence artificielle qui soit toujours plus fortement en mesure de remplir, de répondre à notre confiance. Parce que ces algorithmes peuvent être influencés. Par exemple, si vous avez fait des achats d'un film, par exemple, en streaming, c'est pas une question existentielle. Mais si les algorithmes sont importants ou prennent des décisions lourdes pour les individus, dans ce cas-là, c'est évidemment très différent. La vraisemblance, par exemple, qu'on puisse relâcher un auteur d'une infraction, c'est plus important que la décision qui va être prise par le juge ou par la juge. Et sont des choses qui sont prises parfois aussi aux États-Unis où la justice devient aveugle. Et c'est pas seulement une question philosophique. Peut-être qu'on perd aussi quelque chose en humanité. En tout cas, si on pouvait garder le deep learning et qu'il décidait pour nous sur ces black boxes. Ce sont des motifs pour les décisions importantes. Il faut quand même qu'on puisse les reconstituer pour les justifier. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir des machines pour comprendre nos machines, mais il faut que ces machines peut-être ont des préjugés. Il y a un projet à Glové, donc à Stanford, qui a analysé 40 langues, qui les a intégrées dans son système. Et si on fait ça, eh ben, on a peut-être vu à ce moment-là des expressions racistes, sexistes, des préjugés qui ont été intégrés aussi dans le langage. Et c'est par rapport, si on regarde les données du crédit, par exemple, dans les systèmes bancaires pour voir l'octroi de crédit, eh ben, on s'aperçoit que ce sont des individus qui ont un background d'immigration, qui ont reçu moins de crédit ou qui ont payé plus d'intérêts que dans les 20-30 dernières années précédentes. Les données humaines reproduisent bien sûr les caractéristiques humaines, même s'il y a des machines qui sont utilisées. Ces machines ont peut-être aussi besoin de règles d'éthique.
Et c'est difficilement faisable, mais d'un point de vue avec des réseaux neuronaux purement mathématiques, hein, pour que on ait un résultat qui soit indépendant de l'âge, du sexe ou de la couleur de peau, eh ben, on en a besoin aussi. Il faut aussi, là aussi, une tâche importante de recherche pour que tous ces systèmes puissent fonctionner, pour les implémenter de manière très indépendante, de savoir qui a écrit ces règles. Dans les cas difficiles, l'individu va prendre la décision finale, il doit toujours être responsable, et elle doit être reconstituable, cette responsabilité, elle doit être attestée. Et les enquêtes montrent que, par exemple, les pilotes d'avion, ils pensent que l'individu est soumis à la machine. En cas de doute, il laisse la décision à la machine et aux algorithmes. Alors, si l'individu, par contre, veut, dans les situations intervenir, il veut lutter contre la décision de la machine, la question c'est est-ce qu'il doit le faire ou pas? Indépendamment de ces dystopies, d'une prise de pouvoir par des robots rebelles ou méchants, Elon Musk dit oui, il veut faire une machine qui soit gentille et sympathique. Mesdames et messieurs, le vrai risque, c'est nous. Et la véritable opportunité, c'est aussi nous. Et je me réjouis maintenant de pouvoir discuter maintenant avec le podium. Alors, bienvenue à cette podium Vinava Homme contre Machine au studio 5. Par rapport à notre discussion, on a invité des personnalités de l'économie qui vont poser des questions ou mettre des déclarations qui sont très différentes. Le rôle du provocateur sera assumé par Roger Devecq, auteur, podcasteur et qui est professeur invité au College of Europe, qui est ancien rédacteur en chef du Zeit et du Tagesanzeiger. Après ses études en économie à Saint-Gall, il est parti rapidement dans le secteur des médias. Son père était banquier et donc il est lié aussi à la banque comme journaliste économique et comme auteur du cas de Chiasso. Alors, l'homme contre la machine, ça c'est notre thématique et et pose aussi des questions éthiques. Catherine Cécile Ziegler va nous parler aussi par rapport à ses connaissances numériques qui sont les nôtres. C'est une économiste numérique, journaliste, qui est speakerine, qui enseigne à la VZ et à d'autres écoles sur le thème de digital management. Catherine, elle est l'ambassadrice de l'Europe au European Digital Society. Et elle est connue pour son langage direct, surtout et aussi pour ses connaissances sur la numérisation dans le cadre de la société. Leaning of the Edge of Innovation, c'est comme cela aussi ce qu'on voit Eric Elzobeli dans son profil sur LinkedIn, c'est notre spécialiste des technologies, il est leader, Research Innovation Leader chez IBM, donc il amène effectivement l'innovation de la recherche vers les clients dans le monde de la banque. Il a étudié à l'EPFZ à Zurich, l'Intelligence in Distributed Systems. Et puis par rapport aux solutions qui sont accessibles au marché, c'est Olaf Hammer qui est Chief Services Officer Fenova qui est en charge. C'est un informaticien diplômé avec un parcours dans les prestations de services. Il a pris la responsabilité de l'économie de bancaire aussi avec la technologie pour générer de la valeur ajoutée. Et c'est son rôle qui est taillé sur mesure pour lui. Oui, c'est bien qu'on soit là ensemble. Je me réjouis effectivement de cette discussion. Roger, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation inspirante et approfondie. Je crois que aujourd'hui on va s'attaquer à un thème important. L'individu, je l'ai lu, il compose de 3 à 40 milliards de cellules, synapses, il peut se régénérer complètement. Le foie, par exemple, même les poumons aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en traitement ici et qui nous suscitent aussi beaucoup d'interrogations parce que on est donc une machine, c'est une belle machine, cet homme ou quoi? Alors je crois que c'est un bon thème, hein, on peut aussi regarder un petit peu ça par rapport à l'individualité des gens, mais moi je serais peut-être un problème par rapport à cette intelligence artificielle parce il y a beaucoup de boom, on parle aussi beaucoup de choses de ce qu'on peut faire et l'industrie livrée. Donc on a des use cases aussi. Il y a des cas simples où il y a encore beaucoup de choses que l'on doit faire. Il y a beaucoup de développements qui vont se passer. Je pense que c'est une période qui va être très intéressante pour nous
Alors moi, je trouve que c'est vraiment un slogan marketing, hein, qui est souvent mal utilisé d'ailleurs parce que ça contribue à dire qu'on fait des narratives comme ça qui ne correspondent pas nécessairement à rendre cette agence réaliste ou à l'utiliser comme on pourrait l'utiliser. Par exemple, j'ai regardé sur Google pour voir numérisation, Banque Suisse et quels étaient les grands titres, hein, et tout était lié à de la crainte, à de la pression. C'est un flop, on a raté le départ, on n'arrivera plus à faire face, des choses comme ça. Mais je crois que ces peurs, d'un côté, c'est parce qu'on voit que ces hommes et machines ils vont être de plus en plus identiques, ça met une pression sur la numérisation, c'est une sorte de violence de la nature aussi, et c'est une sorte de concurrence que l'on commence à montrer. Alors, ce qui est bien sûr, ça va être un peu compliqué parce que nous, on est entre les deux. Donc, d'un côté, on livre des technologies qui on répond aux attentes par rapport qui sont élaborées, qui sont traitées, donc on livre à nos clients, mais de l'autre côté, il y a, donc ces clients finaux, eh ben, ils ont la peur, hein, que l'on voit, donc que vous mentionnez. Oui, je trouve, je sais pas, Elon Musk, hein, par exemple, ou Jeff Bezos, ils utilisent ça aussi très volontiers par rapport à ces humanoïdes, hein, dont tu as parlé tout à l'heure dans ta présentation, mais aussi avec les drones, des choses très intelligentes qui vont être sur le marché. Tous ceux qui sont en activité avec l'intelligence artificielle savent que c'est de la science-fiction, hein, c'est vraiment purement du marketing. Il y a rien au niveau scientifique qui montre qu'il y a une super intelligence qui va venir. Aucun robot humanoïde qui nous ressemblera peut-être. Bah, ça, c'est totalement exclu, hein. Alors, indépendamment du fait que le robot humanoïde n'aura pas de foie qui va pouvoir se régénérer, surtout par rapport au bon cocktail qui nous est servi ici, mais cette utopie qui fait que l'on peut doubler, copier l'homme, c'est ça. Et ça fait peur. Et ces craintes, elles poussent un tout petit peu des choses qui caractérisent notre époque, c'est-à-dire que le développement technologique, ben, c'est l'optimisme en fait qu'on a par rapport à l'avenir. Est-ce que ça pose un problème? Alors, il y a beaucoup de craintes qui est liée aussi avec cette personnalisation de l'intelligence artificielle. Bon, la grande recherche sont faites en matière de logiciels, ils sont au niveau technique. Donc, ce sont des vieilles technologies qui sont connues depuis des décennies, hein. Et avec un grand flux de données ou des puissances de calcul aujourd'hui, elles ont maintenant des possibilités qui sont nouvelles, mais tout d'un coup, il y a un robot et on regarde qu'est-ce que peuvent faire les robots. Bah, c'est pas grand-chose, hein. Et l'intelligence artificielle, ce qu'elle peut faire, c'est un modèle statistique qui a été fait par des individus qui sont responsables pour ça. Ce que fait l'intelligence artificielle, mais la responsabilité est toujours chez l'individu, c'est l'homme qui doit garder cette responsabilité. Alors, est-ce qu'on se sent ment à nous-mêmes par rapport à ça? Dans quelle mesure, tu veux dire? On croit que avec l'intelligence artificielle, on peut aller dans l'avenir comme ça, de manière fantastique. Puis de l'autre côté, on se dit, ouais, enfin, c'est quand même des systèmes qui sont basés sur des règles. Alors, c'est pas seulement des systèmes sur base de règles, il y a aussi des systèmes auto-apprenants. Peut-être il faut qu'on fasse aussi la différence par rapport à ce forme de modèle que l'on va utiliser. Je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est cette dual use effect d'une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'elle n'est pas seulement mauvaise ou pas seulement bonne, parce que c'est un peu ce qu'on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on va regarder soit d'un côté, soit de l'autre. Mais en fait, c'est les deux en même temps. Et la question, c'est pourquoi je vais utiliser cette technologie? Et si on regarde l'ensemble des innovations qui viennent depuis voilà, des États-Unis, par exemple, vers chez nous, ce qui se passe à la Silicon Valley, on a toujours ce solutionnisme qui est toujours en marche, parce qu'on a des solutions techniques avant même qu'on ait posé la question ou qu'on ait compris le problème. Et souvent, on travaille avec des idéologies, c'est pas avec du sens. Mark Zuckerberg, c'est probablement le meilleur exemple avec Facebook. Il dit, oui, je vais améliorer ta communication avec tes amis, mais est-ce que, je sais pas, que Facebook a un problème pour communiquer avec mes amis ou est-ce qu'à cause de ça? Non, il y a les théories des complots, il y a des informations qui sont vendues. Et si on se regarde comme société, on doit être aussi plus précis parce que c'est une innovations qui viennent. La question qu'il faut se poser, c'est, OK, quel est le sens? À qui ça va servir vraiment? Alors, je suis absolument d'accord avec toi, ce solutionnisme technologique de la Silicon Valley, c'est très unilatéral parce que chaque technologie a
C'est un problème magnifique, mais problématique aussi. Les premiers avions, par exemple. Mais regardez un couteau. Avec un couteau, on peut faire des choses super et on peut aussi tuer quelqu'un. Et malgré tout, la question que je me pose, c'est, en tout cas ce qui m'intéresse, c'est, j'aimerais savoir ce qu'Eric dit là-dessus, si on n'est pas, on ne devrait pas construire un paradigme où on dit que la technologie, elle est là, et est-ce qu'elle-même, avec le deep learning, elle va apprendre elle-même, toute seule, est-ce que ça va se passer comme ça? Et on le voit aussi avec les ordinateurs quantiques, où tu es très concentré là-dessus, je crois que ça va se renforcer, non? Est-ce que c'est un changement de paradigme ou est-ce que c'est une continuité, c'est une technologie qui continue à être développée? Alors moi, je crois que c'est un développement technique continuel. On continue donc par rapport à la technologie, mais justement dans les pays occidentaux, on a un problème de luxe parce que j'entends des entreprises qui ont trop d'argent en disant où est-ce que je peux investir, des startups par exemple. Évidemment, c'est un excédent d'argent de l'économie, donc on se dit voilà, ok, je vais l'invertir. Moi, je le vois au quotidien, tu l'as dit aussi. Moi, je suis dans un laboratoire. Mon laboratoire d'IBM, il y a 3000 chercheurs dans le monde entier et on fait de la recherche sur toutes les solutions possibles. Et mon mandat, c'est de trouver des problèmes. Je vais chez les clients, je dis, quel est votre problème? Et est-ce que peut-être j'ai ma trousse avec ma baguette magique pour trouver une solution? Donc j'essaie de trouver des solutions orientées vers le problème. Et c'est ça, un changement de paradigme. On a plus de solutions que de problèmes. Et on se crée nous-mêmes des problèmes qu'on essaie effectivement de résoudre. Mais avant, on avait suffisamment de problèmes. On les résolvait l'un après l'autre. Là, je pense que c'est ça, un changement de paradigme. À l'autre côté, moi j'ai l'impression que cette différence entre le dommage et l'utilité, ça va être de plus en plus large parce que les gens deviennent dépendants. On perd de plus en plus des gens par rapport à cette évolution. On espère que peut-être il y a de nouveaux principes qui vont être élaborés même dans ces situations avec une utilité positive, mais peut-être de passer derrière ou d'essayer de rattraper un peu la situation. En tout cas, je vois aujourd'hui que pour l'instant, je ne la vois pas partout, cette solution. Alors, dans une vision globale, on parle des États-Unis, de l'Europe, on parle volontiers de l'hémisphère nord, hein, où tout va bien. Mais si on regarde l'hémisphère sud, donc le tiers-monde, là, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'alimentation, il manque tellement de choses. Et bien sûr, là aussi, il y a des endroits où l'intelligence artificielle peut aider, par exemple, pour guérir la faim dans le monde ou l'utiliser mieux les ressources, mais le use case, c'est quand même pour les, le relatif, c'est pour les pays développés, donc ça élargit encore cette dualité. Je le vois finalement par rapport à l'alphabétisme, on parle d'analphabète, on en a en Suisse, et les chiffres sont c'est impressionnant au niveau mondial. Alors je passe de l'alphabétisme fonctionnel, on sait lire et écrire, mais ils comprennent pas ce qu'il y a derrière. Et si maintenant on fait une relation au niveau numérique, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à utiliser leur téléphone portable, ils se sentent virés par la technologie, et ces gens-là, ils sont presque prédestinés pour peut-être rentrer dans l'intelligence artificielle pour dire, bon, moi je comprends de toute façon pas ce qui se passe, je vais laisser le système décider pour moi, et ils vont devenir les esclaves du système parce qu'ils ne sont pas en situation de comprendre ce qui se passe. Et c'est une société qui, si elle est responsable, elle doit s'assurer que la technologie soit disponible pour tout le monde et aussi que ce soit compréhensible et que les gens puissent l'utiliser et pas qu'il soit utilisé par la technologie. Alors c'est là qu'on parle d'une offensive de technologie dans les écoles primaires en Suisse? Absolument, oui, oui, définitivement. Et pas seulement les écoles primaires suisses, mais aussi de manière globale, parce que c'est des problèmes qu'on va devoir aborder de manière globale, c'est très important. C'est un message important. L'ONU en 2020 a dit dans son rapport, c'est que bien sûr, nous, on pense numérisation, on améliore notre qualité de vie, notre efficacité, mais en effet, avec la technologie, il y a aussi des individus ou des droits d'individus qui sont de plus en plus enfreints, et ça, il faut qu'on garde ça à l'esprit parce que il faut regarder de manière globale. On se sent co-responsable, voir effectivement quelles sont nos compétences et il faut qu'on puisse les former. Alors, tu as parlé de peur tout à l'heure, et donc ça dépend aussi beaucoup, voir si les gens euh, participent ou s'ils ont une incertitude, ça crée de la peur aussi. Et donc, il faut qu'on l'aborde à un moment donné. Alors, moi, la relation homme-machine, ça m'intéresse dans ton domaine par rapport aux prestations de services bancaires.
avec l'intelligence artificielle pour voir qu'est-ce que les gens peuvent faire. Alors justement, dans notre partie bancaire, Je crois qu'il nous faut vraiment donc ces deux voies donc pour pouvoir générer justement une utilité et puis aussi d'avoir ces automatismes et puis de trouver des solutions beaucoup plus vite. Enfin, ce serait l'objectif. D'autre part, il serait aussi très important de ne pas avoir donc cette donc hantise. Nous avons donc les clients finaux auxquels il faut penser. Alors si on commençait à faire des choses ou d'éveiller donc des hantises ou de la peur trop vite, trop bientôt, alors ça serait très néfaste. Alors pour nous, les thèmes donc dans la gestion des données, c'est là où nous avons donc la possibilité donc de générer la plus grande utilité. Alors moi, je vois justement, c'est le banquier qui parle. Alors j'ai eu une mauvaise expérience. Alors il y a toujours des milliers donc de raisons pour lesquelles on veut donc un peu freiner la technologie. Alors je sais que c'est un peu difficile parfois avec la nouvelle technologie, mais je crois qu'il faudrait avoir un dialogue qui se fasse beaucoup plus vite. Alors, c'est en fait pour le futur en général. Alors, le dialogue, il faut le renforcer. Et comme on l'a dit aussi avec l'éducation, il faut améliorer beaucoup de choses là. Je crois qu'il y a beaucoup de cas dans le banking qui sont très intéressants. Alors moi, j'aimerais bien voir donc que les banques montrent ou fassent preuve donc un peu plus de volonté de faire des expériments. Alors moi, j'ai un peu la perspective sur la Suisse et je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives encore. C'est donc du côté de l'État, mais le 25 donc août, alors il y a eu donc un réseau de compétences qui a été donc créé par le Conseil fédéral. Mais si tu parles justement donc de l'industrie bancaire et puis de cette hantise qu'il y a là, est-ce que c'est une hantise dans le sens qu'ils ont des incertitudes par rapport à la compliance ou est-ce que c'est vraiment donc une hantise ou une peur émotionnelle chez les banquiers parce qu'ils ont peur donc peut-être de perdre leur travail ou parce que leur poste de travail va changer. Je crois que c'est les deux. Hein. Je crois que dans le compliance, il faut justement donc cette sécurité pour pouvoir travailler de manière bien et en règle. Et il faut être aussi compliant, comme on dit, donc toujours oui, être compliant pour pouvoir donc adresser toutes les choses, toutes ce dont a besoin notre clientèle. Donc moi, je ne sais pas dans un nouveau cas s'il y a de nouveaux développeurs ou bien si ça va être donc une des machines d'Enrique qui va donc écrire les codes et qui va être beaucoup plus rapide et beaucoup mieux. Alors évidemment, ces peurs, elles existent en dedans, au sein de notre compagnie et c'est là qu'il faut savoir comment gérer la situation. Je crois qu'il y a justement une transition dans de culture, donc dans les instituts bancaires, instituts financiers et assurances et peut-être auparavant, quand j'étais jeune, alors les personnes, ils allaient tout simplement dans les institutions financières. Il n'y avait que la finance qui comptait. Tout était, on parlait que de finance. Et peu à peu, alors les choses ont changé, à savoir que du coup, le savoir numérique était au moins aussi important parce que les coûts étaient aussi très importants, au moins aussi chers que le know-how donc bancaire. Et le plus vite que cela se fait, nous avons donc auprès donc d'une grande banque, alors il met la priorité sur la numérisation. Alors là, il y a évidemment des postes qui sont peut-être éliminés, mais il y a aussi des opportunités qui se créent, vous savez. Alors je vois là une certaine tension parce que Roger, tu dis numérisation, alors il faut être plus rapide d'une part, et toi tu dis, ben j'ai peur que les machines arrivent et qu'ils vont écrire un code pour moi. Mais comment est-ce que tu peux donc justifier donc on n'a pas seulement en Suisse, on a aussi donc un manque donc d'ingénieurs par exemple et de programmeurs ici en Suisse. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est la seule solution. Moi aussi, je suis toujours frustrée
de savoir combien j'arrive à achever pendant une heure, parce qu'il y a tellement de paramètres, user interface, bon, base de données, communication, sécurité, qui jouent tout un rôle. Et je dois tenir compte de tellement de choses que j'arrive pas à produire beaucoup en dans d'une heure. Donc, il me faut avoir l'échange avec une équipe, avec tous ces experts, aussi experts de sécurité. Et au sein de notre équipe, on n'arrive pas à achever beaucoup dans d'une heure. Et je ne vois pas un futur sans l'aide ou l'assistance donc de l'intelligence artificielle. Et puis, alors, si justement l'intelligence artificielle, elle propose quelque chose, il faut toujours un être humain derrière cela pour prendre la décision, en fait. Bon, disons que la dernière décision devrait se faire par un être humain. C'est ce que les éthiciens disent aussi, mais il s'agit aussi de reconnaître que l'intelligence artificielle, euh, ça devrait être un soutien et pas une substitution de l'être humain. Et bon, ici, on ne parle que de substitution, mais c'est faux. On a vu que lorsque l'intelligence artificielle, quand elle est bien utilisée, alors on arrive à de meilleurs résultats. Je ne peux que confirmer ce que vous venez de dire. Alors, nous avons aussi regardé différents cas avec donc des clients et puis les projets les plus couronnés de succès. Eh bien, c'est là où on donnait justement du temps à l'être humain et puis aussi il avait donc davantage de temps pour c'est dédié à d'autres tâches et alors que l'intelligence artificielle faisait les autres choses et on a continué à cela, mais il y a cette hantise qui a bloqué le tout. C'est cette transformation justement, ces explications et aussi cette éducation, cette formation. Il faut mieux expliquer aux gens. Donc on a commencé, on a ces hantises ou ces pensées aussi au sein d'Afinova, mais aussi on voulait savoir quelles sont donc les conséquences dans les prochaines 10 années. Donc pas seulement donc à l'intérieur ou à l'interne, mais aussi en ce qui concerne toutes nos affaires. Alors je crois qu'il nous faut davantage de discussions aussi par rapport à l'éthique pour avoir cette certitude ou cette sécurité et pour pouvoir donc construire tout ce savoir qu'il nous faut pour mieux gérer la situation dans le futur. Bon, il faut pas parler que seulement des bonnes choses. Alors, c'est toujours bien d'avoir aussi une intelligence artificielle qui décide aussi. Alors, on a déjà eu des cas qui ont porté justement à une certaine discrimination. Alors, on parle de l'Amérique, des États-Unis, par exemple, mais il y a aussi même des exemples dans l'Union européenne et en Suisse où on utilise cette intelligence artificielle. Et c'est là qu'on se demande, mais comment est-ce qu'on gère la situation? Il y a une grande discussion donc par rapport à BIOS, c'est-à-dire donc la distribution donc des données et puis où on avait donc des préjudices par rapport donc au modèle. Et moi, j'aimerais connaître votre opinion par rapport à cela parce que moi, j'ai une opinion un peu différenciée, c'est-à-dire que je crois que le terme de BIOS a été donc surestimé. À mon avis, je ne crois pas que c'est surestimé ce BIOS, mais il faut vraiment veiller ou observer ou comprendre de quoi s'agit-il? De quel bias s'agit-il? Mais je crois que la discussion tourne autour plutôt à l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi ça, ce IA? Même si je suis responsable pour l'IA, bah, c'est un être humain qui est responsable parce qu'il y a quelqu'un qui a programmé ce IA. Et on a parlé donc de crédit il y a 30 ans et puis on a entraîné donc l'intelligence artificielle et donc ce savoir est dans l'intelligence artificielle et l'IA applique les choses, mais c'est pas la responsabilité de l'IA d'avoir pas appris correctement, mais c'est l'être humain derrière tout cela qui a pris de mauvaises décisions. Et ça, c'était une bonne base donc pour entraîner donc l'IA. C'est la même chose avec le système éducatif. Alors, si on a déjà un système social et puis on a donc comme représentants qui sont envoyés donc aux écoles pour enseigner aux étudiants des faux modèles, eh bien, voilà ce qui arrive. Alors, il faut reconnaître au sein de la société qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite d'avancer. Et ça, on peut l'appliquer aussi à l'IA. Mais c'est justement c'est ce que j'entendais par surestimation. Parce qu'en fait, on a une IA qui doit être bias, mais on dit que c'est impossible. Vous savez que chacun d'entre nous a aussi un certain bias, donc un préjudice de nous, et puis on reflète cela automatiquement. Bon, évidemment, il faut se poser la question, mais où est-ce qu'on a appris ce modèle? Mais en fin de compte, c'est nous-mêmes, on doit se poser la question à soi-même, mais est-ce que ce résultat est équitable ou non? Non, alors nous avons donc en fait une question par rapport à l'apprentissage. Ben, j'aurais une question aux experts, à savoir comment est-ce que une machine qui apprend automatiquement, comment est-ce que je peux la programmer pour qu'elle tienne compte des coûts aussi éthiques et puis qu'elle apprenne de soi et
pas seulement de voir si les résultats sont équitables ou pas, mais la machine, elle doit déjà donc être mise sur la bonne voie dès le départ. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Alors, d'une part, ce qui est intéressant par rapport à l'IA, c'est quand on parle de bias de l'IA, l'IA, ben, elle renforce ce bias. Et en renforçant cela, alors c'est possible pour nous, les êtres humains, de voir ou de reconnaître le bias en dedans de nous. Donc, il y a comme des indications, ça peut être très intéressant d'une part. Et c'est aussi donc tu as parlé donc d'auto-apprentissage, mais il n'y a pas d'auto-apprentissage qui se fait avec l'IA. C'est pas le IA qui va décider ça j'apprends pas. Oui, il y a des systèmes qui apprennent de soi, qui, sans objectif, ils aimeraient donc décider ce qu'ils peuvent apprendre, mais c'est toujours un être humain là derrière qui prépare donc toutes les données et qui donne aussi un cadre par rapport à ce que la machine elle peut apprendre. Donc, vous savez, dans les comités, on parle d'une autodétermination, autodécision que la machine peut faire, elle peut savoir qu'est-ce qui est faux ou pas. Mais il faut donc montrer à l'IA qu'est-ce qui est éthiquement correct, mais cela repose évidemment sur les décisions prises par les êtres humains auparavant. Hein? Oui, mais on a dans le deep learning ces black boxes, n'est-ce pas? Ben, black boxes, oui, mais le input et output, ils sont déjà donnés. Hein? Et on ne comprend pas ce que le black box a appris. On sait exactement quels sont donc les inputs, les outputs, donc les données et les résultats. Mais si j'ai une black box qui reconnaît donc, par exemple, des images, est-ce qu'il s'agit ici de pornographie, donc infantile ou pas, eh ben, il va pas apprendre tout à coup comment est-ce que je peux conduire une voiture à travers la ville. Il est donc limité à ces images. Il y a des modèles déjà qui existent où on peut donc expliquer ces black box. Donc, on dit souvent que la qualité n'est plus aussi bonne, mais là aussi, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'innovation et puis du progrès. Alors moi, je crois que c'est plutôt du côté des entrepreneurs et cela a à faire aussi avec les secrets professionnels, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont uniquement des institutions financières, comme Bosch avait d'abord une entreprise de hardware, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils se définissent comme entreprise d'IT. Alors, IBM, par exemple, eh bien, ils avaient donc aussi un engagement avec un codex très fort par rapport à la transparence, par rapport à l'équitabilité et donc la crédibilité et la confiance. Alors, quelle expérience as-tu fait avec donc la clientèle? Bon, c'est pas IBM qui l'a fait tout seul, mais ils se sont mis ensemble, comme par exemple avec Amazon, avec Apple et Google. Et ils ont donc fondé ce gremium d'éthique. Et là, encore une question, ce n'est pas donc de corriger l'IA, mais c'est pour que ce soit l'entreprise qui s'en comporte de manière correcte. Et bon, on a eu de bons résultats, un bon retour. Et donc, c'est l'entreprise qui décide qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas. Et là, il est question aussi donc de collection de données. Alors, on parle ce n'est pas une pure coïncidence que justement qu'on a renforcé la régulation donc de la protection des données, parce que ce sont les données qui ont été donc découvertes comme nouvelles marchandises, pour ainsi dire, hein, comme nouveaux biens. Et c'est là qu'on doit voir comment est-ce que je peux gérer ces données. Alors, quelles sont les données que moi, en tant qu'être humain ou individuel, j'aimerais donc dévoiler ou pas. Mais est-ce que cela ne fait encore plus de peur si ces quatre Big Four ou Big Cinq font quelque chose ensemble? Moi, j'ai toujours une certaine réserve par rapport à cela. Vous n'êtes pas le seul, hein. Ils se sont mis à table avec donc les gouvernements et pour déterminer tous ensemble. Et je crois qu'ils ont fait la bonne chose. Ils n'ont pas été dire au gouvernement c'est comme ça qu'on va procéder, mais ils ont vraiment cherché le dialogue, l'échange avec les gouvernements pour que tous soient d'accord. Et je crois qu'ils ont appris aussi leurs leçons dérivant donc de ces discussions. Et oui, l'IA, c'est vraiment une technologie qui donne une certaine personnalité, qui est beaucoup plus proche que d'autres technologies. Alors, est-ce que, par exemple, quand on voulait donc, quand on avait la voiture, on voulait remplacer donc
Les chevaux ce n'est pas question comme est-ce qu'Alexis, elle m'écoute à la maison? Est-ce qu'elle va donc, dévoiler mes secrets? Non, c'est quelque chose de complètement différent, hein. Oui, cela a à faire aussi avec, si on prend toutes les définitions anthropologiques, qui existent et puis il y en a beaucoup, il y a beaucoup différentes alors, oui, on cible un peu donc toutes les structures, qu'on a dans le cerveau, c'est-à-dire donc la propre volonté, toutes les capacités qu'on a. Et donc ces nouvelles technologies, on peut les manipuler, on peut les influencer. Je crois que c'est de là que dérive la peur. Mais si je reviens donc à GAFA, par exemple, ces grandes entreprises qui parlent donc justement de confiance et puis qui parlent de nouveaux modèles donc d'affaires, eh bien pour moi, quand j'entends cette phrase et il y a longtemps que je travaille en tant que speakerine et présentatrice. Eh bien, je remarque cette phrase, surtout des personnes du secteur économique. Alors, la numérisation, elle doit servir ou desservir les gens. Et voilà, on dit, mais c'est une superbe phrase. Ah oui, la numérisation, elle doit en fait soutenir l'être humain. Il n'y a aucune IA qui ne sert pas ou ne dessert pas les êtres humains. Ça n'existe pas, oui. Mais la question qu'on doit se demander, c'est le comment. Alors, Mark Zuckerberg, il génère beaucoup d'argent. Il y en a qui profitent, qui bénéficient et d'autres qui sont plutôt exploités. Et là, il nous faut un changement de paradigme afin de ne plus dire que, mais à qui sert donc l'IA? Mais il faut se poser la question, mais à qui sert le modèle d'affaires là derrière? Parce que très souvent, c'est ça dont on abuse. Donc, c'est-à-dire on abuse de nos disons, de nos faiblesses et c'est donc l'être humain qui ne fait pas assez d'efforts. Et moi, je souhaite que surtout, si j'en reviens donc à l'industrie bancaire, alors ce ne sont pas seulement les modèles qui dictent donc la transition, la numérisation, mais c'est cette transformation jumelle, c'est-à-dire il n'y a pas de numérisation sans durabilité. Et surtout pour ce qui en est donc de la durabilité, alors là, je vois une très grande responsabilité, surtout donc pour le secteur financier. Je crois que ici, pour faire le lien entre tes deux commentaires, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des soucis. Donc, l'être humain qui a toutes ces capacités dont tu as parlé, eh bien, c'est en fait une sorte de black box. Nous ne savons pas pourquoi ceci ou cela survient en dedans de nous. Alors parfois, quand on ne réfléchit pas beaucoup, on a les meilleures idées. Par exemple, quand on va faire du footing. Et le souci et la perte de son propre box, eh bien, tout à coup, soudainement, on passe de là donc à des personnes transparentes qui ne sont plus, qui n'étaient pas contrôlées et qui ne sont plus dans des sujets mais des objets. Et raison pour laquelle on a ce besoin de régulation, cette pression qu'on n'a pas seulement aux États-Unis, mais qu'on a aussi connue dans l'Union européenne et en partie donc par des instances qui n'ont pas assez de connaissances de la matière qu'ils doivent donc réguler. Et raison pour laquelle je reviens donc à l'éducation. Ce n'est que là que on aura donc, on sera à même de gérer le tout de manière judicieuse, équitable. Ce n'est que quand on aura ce savoir-faire et c'est ça donc le grand défi politique et démocratique. Alors, moi j'aimerais connaître votre opinion. Alors, si on ne pouvait répondre à chaque question avec oui ou non, alors est-ce qu'il nous faut plus de régularisation, oui ou non? Oui? Oh, difficile de dire oui, hein. Alors, tu te réfères surtout à la situation de l'intelligence artificielle. Alors, je dis oui. Et je l'ai dit, mentionné dans mon livre Die Kraft der Demokratie, donc la force de la démocratie. Ou disons que j'ai dit oui pendant tout un chapitre, donc par rapport à une régulation, donc régularisation, pardon, de compétences. Hem, là où tous les aspects de GAFA sont collectés, donc en partant des données jusqu'à, disons, le pouvoir du marché, jusqu'à la respectabilité, alors qui lie donc
toutes ces compétences et qui devrait devenir donc un partenaire de dialogue par rapport à toutes ces technologies, qui a les compétences, mais entre-temps, euh, cherche aussi donc un cadre fiable et qui crie donc pour ce cadre parce que disons ce terrain donc qui n'est pas régularisé, eh bien on a investi beaucoup d'argent, mais ils veulent leur cadre, ils veulent les délimitations, ils veulent les compétentes et c'est ce qu'il faut donc définir au sein politique et aussi au sein social. Alors, on a vu que peu importe dans quel secteur la numérisation se fait, eh bien, on a vu que justement ce auto-commitment n'a pas connu le succès souhaité ou cet auto-engagement. Alors, c'est une grande base, mais je crois que ça va pas se faire aussi vite, hein. Je crois que le changement doit se faire donc dans l'économie, hein. On a commencé à parler par la formation, l'éducation. Alors, où est-ce que l'être humain, il commence à apprendre quelque chose sur la responsabilité? Ben, je crois que les écoles aujourd'hui, c'est un peu peut-être général, mais je crois que c'est quand même juste. Alors, c'est les écoles qui ont créé l'industrialisation et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, alors, les matériaux, les matières premières au début, ça rentre, ça sort, ensuite c'est vendu à un prix beaucoup plus élevé et puis peut-être qu'on les vend donc à un prix moindre ou bien on les jette. Et puis, mais les écoles, elles sont restées les mêmes. Donc, nos enfants sont faire les matières premières, elles rentrent dans l'école, elles ont peut-être de bons profs ou de mauvais profs, c'est là que ça devient problématique. Mais on ne parle pas de l'individu même. Ils sont tout simplement lancés dans cette machinerie. Il y a un produit qui sort. Il y en a qui sont des élèves qui ont beaucoup de succès et d'autres qui n'ont pas le succès souhaité. Et c'est là qu'on peut dire que justement l'intelligence artificielle, elle met de la pression donc sur l'éducation et la formation, mais elle permet aussi donc une éducation individualisée. Et si on a la possibilité d'utiliser de la numérisation, on peut dire dans les écoles primaires, oui ou non, oui, mais peut-être pas à chaque prix. Il faut que ça soit quand même judicieux. Alors, on va pas tout simplement donner à chaque élève donc un iPad, une tablette. Il faut utiliser donc les moyens pour que chaque étudiant puisse être accompagné de manière individuelle. Donc, pas 20 étudiants pour un prof. Alors, plus qu'on peut investir dans la numérisation, alors là, il n'est pas question de cela, c'est tout à fait clair, mais je ne m'attends pas à ce que euh, oui, alors quand cette nouvelle génération va arriver, alors c'est trop tard si elles veulent donc appliquer leurs valeurs prises et tout, on est trop tard pour ça. Alors, qu'en est-il par exemple donc à la formation des adultes par rapport justement à cette numérisation, cette responsabilité. Alors, je crois que là, on pourrait faire quelque chose, mais on n'investit pas assez. Je crois que c'est là le problème. Oui, mais alors cet aspect donc de formation, ça nous mène donc de nouveau à cette discussion qu'on avait. Alors, si on regarde de près donc les écoles, les universités, alors vous regardez le syllabus, le curriculum, c'était important, mais ce qui nous a vraiment marqué, c'était donc les personnalités qui nous ont enseigné quelque chose, les professeurs et c'était des personnalités qui nous ont marqués et il n'y a que l'être humain et ce ne sont pas les machines qui ont fait cela. Merveilleux. Alors, comme on l'avait attendu, bien, on a pu couvrir beaucoup de thèmes. Alors, malheureusement, les spectateurs et spectatrices, alors peut-être ils aimeraient savoir davantage. Alors, quels sont les points à retenir? Enrique, à vous la parole d'abord. Alors, je suis ici donc comme avocat ou défendeur de la technologie parce qu'il y a beaucoup de choses là derrière et je pense qu'il est très important donc de comprendre quelles sont les possibilités, mais quelles sont aussi les limites de la technologie. Et pour moi, ce qui est aussi très important, c'est l'éducation, la formation, pas seulement donc des enfants, mais aussi donc des collaborateurs pour connaître qu'il faut améliorer donc aussi la qualité des données. Alors, la clé pour le futur, eh bien, c'est la formation par rapport à l'IA. Moi, j'aimerais donc accentuer sur le fait que je suis donc une représentante de l'éthique, donc de numérique. Alors,
Alors, en fait, cette éthique, c'est aussi le frein de la numérisation. On dit, mais ce n'est pas le cas. Alors, nous sommes là pour toutes les questions et moi, j'aimerais répondre à ces questions de manière interdisciplinaire. Je crois que c'est ça qu'il faut renforcer, c'est-à-dire lors des rondes d'experts, il ne faut pas inviter seulement les experts, mais aussi des représentants dans des sociétés qui aimerait donc participer donc pour nous aider à trouver une solution. Moi, cette discussion m'a enrichi parce que j'avais un manque de connaissances et là, lorsque j'étais enfant, alors les voitures ne fonctionnaient pas très bien. Et on voyait du coup donc le capot ouvert et puis on essayait de réparer quelque chose quand il y avait une panne ou ça marchait ou ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, alors nous sommes en plein dans l'ère numérique, mais la situation montre que nous sommes encore en train d'apprendre à marcher, qu'il n'y a pas tout qui fonctionne comme par exemple, comme il en est le cas pour la voiture. Et ce n'est pas une critique de ma part, mais c'est un défi et c'est aussi une opportunité. Merveilleux. Merci beaucoup pour ton allocution de conclusion, donc de clôture, Roger. Alors, je me réjouis d'avoir eu donc cette discussion avec toutes ces différentes perspectives et surtout d'être ici ensemble avec d'autres êtres humains. Merci beaucoup et on revient au studio. Voilà, alors à nouveau, bonjour Catherine, Cécile Ziegler, Henrique Zobel et Roger Devec. La discussion a été aussi intéressante, j'imagine, pour vous. Et on a un certain nombre de choses que l'on a faites. On ne voulait pas parler des contes de fées en disant que voilà, personne ne sait qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Mais ce concept, on a donné une définition quand même qui était correcte, parce que l'intelligence artificielle, même si les individus le souhaitent, eh ben, il y a déjà une difficulté à comprendre la même chose. L'intelligence artificielle, c'est un mot-clé marketing, une combinaison de mots, de choses qui vont ensemble, qui vont pas forcément bien ensemble. Intelligence artificielle, homme et machine. Le robot humanoïde avec une super intelligence, c'est de la science-fiction. C'est ce que Catherine Cécile Ziegler a dit. Dans tous les cas, c'est l'individu qui est au centre. C'est lui qui indique ce qu'il y a comme input et qu'est-ce que va être l'output. Ok, j'aurais voulu à dire aussi dans cette différence, on dit l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui va se regrouper et prendre des décisions lui-même. Elle est programmée par l'individu. Alors, donc une petite indication peut-être ici, c'est que c'est pour la raison pour laquelle que l'on a aussi donné Analytical Framework pour nos solutions chez Finova par rapport à l'orientation avec nos use cases au niveau de la banque. On n'est pas des fournisseurs d'intelligence artificielle. Et je dirais que tous ceux qui peuvent faire quelque chose comme ça ben, pourraient raconter une très belle histoire. Ce qui est important aussi, c'est qu'ensemble, on comprenne les définitions, les arrière-plans, les fonctions et les utilités potentielles. On parle des opportunités et des risques pour nos entreprises, aussi pour les collaborateurs de banque ou des développeurs de logiciels. C'est aussi important que pour les responsables des RH ou aussi les conseillers politiques ou d'État et les gens qui travaillent dans les écoles, parce que le 25 août, il y a une décision effectivement décidée par le Conseil fédéral que et vous allez construire une intelligence, disons, en termes d'intelligence artificielle au sein de l'administration pour ne pas être en retard par rapport à cette activité, parce qu'ils ont remarqué effectivement qu'ils avaient perdu un peu pied. Mais nous, comme community, on doit aussi se confronter par rapport à un dialogue réciproque, à une compréhension réciproque pour pouvoir comprendre tout cela, en déduire des polices et mettre en place toutes ces caractéristiques. Enrique Lobelli a dit oui, nous il faut on a plus de solutions que de problématiques, mais je crois que ça fait partie aussi de la recherche et développement et c'est bien comme ça. Parce que la recherche, ce qu'elle fait, ben, elle continue à chercher, et même s'il y a des moments où il n'y a pas de besoin particulier
Là, du côté de cette volonté de recherche, on a des connaissances qui ne sont jamais linéaires. Mais ce qui concerne l'utilité, par contre, s'en aperçoit seulement après. Ce que l'on voit aussi, c'est que dans les innovations, elles sont vraiment disruptives. La numérisation, elle doit servir aux individus, a dit Catherine Ziegler. Et c'est la raison pour laquelle Finova, et je le dis en toute modestie, hein, on consacre beaucoup d'énergie avec tous ceux qui travaillent avec nous, avec nos partenaires, avec nos clients. Et voilà, ce qu'on veut, c'est générer une utilité directe et amener une contribution au return on investment, parce que nous aussi, on va en vivre. On a aussi parlé de responsabilité. La philosophie définit la responsabilité de telle manière qu'on est responsable des conséquences de ce que l'on fait. C'est vrai pour l'État, pour l'économie et pour d'autres domaines de la vie. Et c'est valable aussi pour notre propre manière d'agir. Mais ça comprend aussi le fait de ne pas agir, parce que c'est une responsabilité que l'on ne peut pas déléguer. On vit dans une relation de causalité, et c'est pour ça que nous, comme individus, on est aussi responsable pour nos données responsables, et nos données pas personnelles, pardon. Et pour finir, c'est aussi valable à titre individuel, il faut effectivement accepter de manière volontaire et consciente les choses qui sont traitées avec nos données. La peur, c'est aussi un souci de de cette propre black box en tant qu'individu, parce que du coup, on sera des sujets individus et on va devenir des objets individus qui soient transparents et clairs. Et c'est ce qu'a dit Roger Devecq, mais ça conditionne que l'on ait déjà la connaissance pour le faire, que ce soit à l'école ou plus tard. Par rapport à son parcours. La formation, comme pour un pays comme la Suisse, c'est vraiment très important, c'est même vital. C'est une condition de base pour la responsabilité de ce que l'on fait, donc nos propres actes et de ce que l'on ne fait pas, et pour pouvoir interagir par rapport à cela. Apprendre, comme plus on le fait tôt, mieux c'est, à la maison, à l'école, ensuite, dans les études, entre amis, entre collègues et collègues de travail, la formation, ça nous caractérise comme individus, comme des êtres sociaux, interagissant les uns avec les autres, avec différents avis. On essaie comme ça aussi de trouver, de découvrir la vérité. En science, on sait que cela change aussi de manière constante. Et la clé de l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est la formation. C'est ce qu'Enrique Zobelli a dit à plusieurs reprises. Et ça nous donne le courage et l'incitation à investir plus encore dans les individus, dans mes enfants, dans mon équipe, avec mes collègues, avec mes clients, mes partenaires, ou de manière générale par rapport à mes vis-à-vis. En sachant qu'on a tous des conditions différentes hein, par rapport à notre milieu familial et à notre éducation. On a fait des expériences qui sont différentes, on a des aptitudes qui sont différentes. Et pour moi, c'est justement cette valeur qui fait qu'il vaut la peine d'investir dans les individus, d'utiliser les technologies qui nous permettent de le faire. Cette technique, cette technologie, va nous accompagner aussi dans la vie quotidienne, dans la banque, dans la vie sociale, elle va nous influencer. Où, comment et dans quelle mesure, c'est ce que on va voir au niveau de l'industrie. Hein. On a parlé effectivement des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais il y en a bien d'autres aussi. Et si vous êtes aussi relevé de la politique, toute la protection des données et le fait que nous tous, comme consommatrices et consommateurs, on va prendre de l'influence pour concevoir, participer à l'évolution de l'avenir. Les exigences et les réponses à beaucoup de questions viennent de plus en plus des jeunes générations, la New Generation. Les valeurs qu'elles représentent vont déterminer beaucoup notre avenir. Et c'est justement sur cette thématique que l'on va continuer demain dans la 4e session Finova, le Future is Now, New Generations. Donc soyez avec nous demain aussi pour participer à cette thématique intéressante. Il y a le docteur Tilman Lang qui est co-founder et CEO de Innova de Zurich qui sera avec nous. Il y a aussi un panel hein, que l'on a aussi regroupé avec des personnalités intéressantes et une
des représentantes très fraîches de nouvelle génération, un jeune chercheur, responsable de projet, un responsable de l'organisation qui a d'autres types de travail, d'organisation qu'il représente, et un entrepreneur qui met tout ça en pratique dans son entreprise. Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Vous trouverez en bas à l'écran un bouton qui vous permettra de vous inscrire à cette quatrième session. Et c'est avec cette très belle perspective pour demain que je prends congé de vous. Je vous remercie beaucoup pour Catherine Cécile Sigler, Roger Devec, Enrique Isobili pour cette excellente discussion que l'on a eue. Et Roger particulièrement pour sa présentation d'entrée qui était très inspirante. Je voudrais remercier aussi notre équipe de communication de chez Finova et tous les individus derrière la caméra qui nous ont permis d'organiser cette manifestation dans ce type de format. Et les remerciements vont aussi, bien sûr, à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder et d'être avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on va vous donner comme cela des nouveaux angles de vue et vous permettre de développer votre réflexion. Et je me réjouirai d'avoir un dialogue avec vous, que je puisse continuer quand on va se rencontrer la prochaine fois. Et pensez-y, the future is now.